salue et remercie votre présence. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes vœux de bonheur, de prospérité et de paix pour cette année 2026. Ces souhaits s'imposent, d'autant plus que la situation actuelle qui traverse notre pays fait que le bonheur, la prospérité et la paix sont des concepts qui, pour nombre de nos compatriotes et peut-être aussi pour moi également, n'existent que dans le vocabulaire, la réalité étant tout à fait contraire. La prospérité est compromise à cause des inégalités des revenus qui sont à ce jour entretenues et institutionnalisées par nos gouvernants, cela étant prouvé par la part du budget national réservé au train de vie des institutions. Nombre d'entre nous manquent de travail et très peu de ceux qui travaillent arrivent à subvenir à leurs besoins et à mener une vie digne. Pire encore, les institutions de l'exécutif ne s'accordent plus sur l'impact des politiques publiques sur la population. L'indice de développement humain de notre pays nous classe 171e rang sur les 193 pays évalués par le Programme des Nations Unies pour le développement en 2025. Il est difficile de parler de paix avec tout ce qui se passe à ces jours. L'agression rwandaise, facilitée par certains compatriotes qui ont choisi les armes, les Mobondo qui, avec la criminalité urbaine communément appelée Kounouna, ont mis en évidence l'inefficacité des choix opérés par le gouvernement en matière de politique sécuritaire. Aujourd'hui, nous nous contentons des souhaits, car l'action semble avoir perdu sa place et nous nous résignons aux prières, nous, peuple d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, deuxième d'Afrique par sa superficie et premier en termes de position géostratégique avec 9 voisins. Mesdames et messieurs de la presse, dans ma responsabilité de définir la ligne politique et stratégique que doit suivre le parti base républicaine, je tiens à ce que notre esprit républicain ne se noie pas dans les débats qui ne construisent pas notre nation. Aussi, après avoir échangé avec toutes les instances du parti, je me permets de vous dresser la situation que traverse notre pays et les responsabilités des différents acteurs impliqués, et ceci devra être considéré comme étant la position officielle de la base républicaine. Notre pays, la République démocratique du Congo, est agressée. Notre nation est meurtrie. Notre intégrité territoriale violée, l'autorité de notre État n'est plus assurée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci expose nos compatriotes à l'insécurité et soumet nos forces armées à une terrible épreuve physique, morale et spirituelle. La nation tout entière est impactée. Nos frères et sœurs, pères et mères ont été massacrés, mutilés, assassinés, obligés d'abandonner leurs habitations, des enfants, filles et garçons exposés aux atrocités, obligés d'observer le pays, actes dont les traces les plus flagrantes remontent à ce que la littérature politique et sécuritaire appelle la première guerre du Congo, déclenchée en 1996, guerre qui a occasionné le renversement du maréchal Mobutu, président de la République à l'époque. Nous avons un voisin, parmi les 9, dont le nom revient à chaque fois qu'il y a des bruits des bottes, des coups de mortier ou des crépitements des balles dans notre pays. Il s'agit du Rwanda, ou plus précisément du gouvernement de la République du Rwanda, structure qui a perduré dans ses autres sphères de commandement depuis 1994, soit près de 32 ans aujourd'hui, de l'AFDEL à l'AFC M23, en passant par le RCD, le CNDP et le M23. Il est fait pour moi de citer le Rwanda, État souverain et indépendant, membre de l'Organisation des Nations Unies, dans la situation de mon pays, est un acte plein de responsabilités et ne relève surtout pas d'un simple fantasme. Les faits ainsi que les instruments du droit général des Nations Unies lors de sa 29e session du 14 décembre 1974 définit les crimes d'agression comme étant l'emploi des forces armées par un État contre la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance politique
d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ainsi qu'il ressort de la présente définition. À ce jour, pour la seule année 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a encore pris 2 résolutions qui indexent une fois de plus le Rwanda, à savoir la résolution 2773 de février 2025 et la résolution 2808 de décembre de la même année. Mesdames et messieurs de la presse, qu'un de nos voisins ou tout autre État, ou encore une simple entité illégitime, soit responsable ou coupable des actes de déstabilisation de notre pays est une chose. Mais lorsque nous affrontons une situation de cette nature, la première responsabilité directement engagée est celle de nos gouvernements. Dans la situation que vit notre pays aujourd'hui, il était temps pour les animateurs des institutions de questionner l'ensemble des politiques publiques mises en œuvre pour résoudre ces problèmes. Le constat est qu'à ce jour, quels que soient les discours que les animateurs de nos institutions peuvent tenir, le problème a gagné en ampleur. Depuis novembre 2021, avec la reprise des armes par le M23. Et depuis lors, nous avons vu le président de la République, avec 2 premiers ministres et autant de gouvernements qui se sont succédés, autant de présidents du Sénat, 3 présidents de l'Assemblée nationale, sans compter des ministres des Défenses et des Affaires étrangères, qui tous, membres d'une seule et même famille politique que le président de la République, n'arrivent pas à résoudre le problème, tout en se confiant à ce jour à la simple et bonne volonté des acteurs signataires des accords du 4 décembre 2025, principalement les États-Unis. Pari risqué, mais pas impossible, mais très risqué tout de même. Les intérêts des États-Unis ne coïncidant pas toujours ou pas nécessairement avec ceux de la République démocratique du Congo. Il est donc clairement établi que la famille politique au pouvoir doit naturellement envisager de composer avec les intelligences de la nation congolaise tout entière ou autres formations politiques ou des personnes indépendantes, et dans ces contextes, l'opposition peut jouer un rôle crucial. Malheureusement, l'opposition politique a choisi d'offrir un spectacle désolant et honteux au monde en choisissant d'indexer la famille politique au pouvoir comme étant à l'origine de la crise que nous vivons aujourd'hui. Sans oublier que la responsabilité du président de la République et de la famille politique au pouvoir ne peut être engagée que sur leur obligation de résoudre les problèmes du pays durant leur mandat et que les problèmes d'agression tirent ses origines bien avant la prise du pouvoir du prédécesseur de l'actuel président de la République. Extrémisme aveugle, au point que certains de nos compatriotes ont peur ou honte de souligner que notre pays est agressé, ne jurant que par un dialogue que certains veulent utiliser comme tribunal contre la famille politique au pouvoir, créant même une crise de confiance qui empêcherait tout dialogue constructif. Et dans les lots de ces attitudes contre-productives, certains acteurs, sans se déclarer alliés des mouvements de l'AFC M23, expriment publiquement avoir les mêmes objectifs que ces mouvements armés, considération qui ne facilite pas toujours l'élan de cohésion. Pire, c'est lorsque notre ancien président, Joseph Kabila, avec tous les respects dus en son rang et que toute la nation lui doit par la partie de sa vie qu'il a consacrée à notre pays, pointe du doigt les faiblesses et insuffisances de l'actuelle famille politique au pouvoir et du président de la République, tout en oubliant les circonstances de la prise de la ville de Goma en 2008 par le CNDP et celle de 2012 par le M23, oubliant qu'il a lui aussi refusé de traiter avec des terroristes qu'il a qualifiés avant de se retrouver dans les mêmes circonstances des négociations que l'actuel président de la République face à ce mouvement dénommé AFC M23. Il faut rappeler que le M23 a repris les armes en novembre 2021, juste 6 mois
après l'investiture du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde à l'époque, à la suite de la rupture de la coalition FCC-Cash. Nous ne connaissons pas les secrets des dieux, rôle réservé aux oracles, mais les contextes et les timings facilitent malheureusement de pointer une radicalisation de certains acteurs à la suite de cette crise politique née de la rupture. Pour ce qui concerne le M23, il faut rappeler que lorsqu'ils ont pris les armes en 2021, particulièrement avec la prise de Bunagana en 2022, il était question pour eux de revendiquer les accords signés avec le gouvernement congolais en 2013, de revendiquer la fin de la stigmatisation de certaines populations considérées comme minoritaires dans le Grand Kivu. Mais à l'époque, M. Corneille Nangaa et l'AFC n'y étaient pas. Et la question est de savoir, c'est que ces messieurs compatriotes a apporté à un groupe déjà suffisamment doté en moyens financiers au point d'être équipé en hommes et en logistique comme une armée moderne, à en croire les déclarations du secrétaire général des Nations Unies. La base républicaine est convaincue que des grés ou des forces, consciemment ou inconsciemment, tous les Congolais qui prennent part à ces mouvements du M23 ou AFC M23 font les jets d'un État qui nous agresse. Il s'agit de la République du Rwanda. C'est connu de tous, ce n'est pas une invention de la base républicaine, encore moins de la République démocratique du Congo. Et sur cette question, aucun des gouvernements congolais n'a pu exprimer un point de vue contraire à celui que la base républicaine exprime à ces jours. Mesdames et messieurs de la presse, il faut s'inscrire en faux contre toute idée de dénier la responsabilité de la communauté internationale dans tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la communauté internationale, il faut la considérer d'abord dans son caractère formel, à savoir l'architecture institutionnelle internationale. En effet, en voulant régler un problème, le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé un autre, encore plus grave, à travers la résolution 1823 de juillet 2008. Au cours d'une session qui a curieusement duré 5 minutes, à en croire le procès verbal de la dite session, les archives du Conseil de sécurité mises à profit, l'Afrique étant représentée au Conseil de sécurité à ces moments par la République sud-africaine, le Burkina Faso et la Libye, sans compter la Belgique qui s'est toujours voulue aux côtés de la République démocratique du Congo. Quelle est la teneur de cette résolution que nous pointons ici? À travers elle, l'autorisation est accordée à toutes les entités non gouvernementales de s'approvisionner en armes, munitions et tout type d'équipement militaire à partir du Rwanda. Il suffit pour elles de s'y être installées ou d'avoir un point d'attache. Cette résolution a donc eu pour conséquence de faciliter à plusieurs groupes armés l'utilisation du territoire du Rwanda comme base arrière ou simplement un point d'approvisionnement pour mener leurs activités subversives, les plus souvent en République démocratique du Congo, dans les Grands Kivu. Nous avons donc là un instrument du droit international qui facilite la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Si d'autres responsabilités de la communauté internationale sont à discuter ou à relativiser, il n'en demeure pas moins que la résolution 1823 de 2008 du Conseil de sécurité des Nations Unies reste une preuve sans appel.